Bonjour et bienvenue à l'événement en ligne Feel Good. C'est un événement gratuit qui nous rassemble autour de notre bien-être en famille. Au programme, des spécialistes triés sur le volet qui vous proposent du contenu gratuit, des solutions concrètes aux petits fracas du quotidien, un grain de folie, des moments cocooning et du fun. Alors attendez-vous à être surpris. Donc, je me présente, je m'appelle Graziella Joff et je suis la créatrice et gérante de la ludothèque Récré à Jeux à la Phare Les Oliviers et accessoirement maman de 2 enfants à haut potentiel. Et je co-organise l'événement Feel Good avec Céline et Estelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey, Caroline, Céline et Claire qui vont se présenter et présenter leur activité autour d'un thème qui nous tient à cœur à toutes, le thème des devoirs. Alors, plusieurs questions nous ont été posées sur ce thème concernant ce temps de devoir qui est souvent synonyme de prise de tête. Alors, je vous laisse découvrir au fil des questions les trucs et astuces de nos professionnels pour que ce soit un moment qui se passe le mieux possible pour nos enfants et pour nous. Voilà, à vous mesdames, je vous laisse vous présenter. Audrey ? Bonjour, moi c'est Audrey, je suis la fondatrice du Terrain Tremplin, une structure qui accompagne des jeunes en décrochage scolaire. Et effectivement, la question des devoirs est centrale dans notre accompagnement parce que souvent, quand on commence à décrocher, on a des difficultés à faire nos devoirs. Et en fait, il y a une vraie difficulté à retourner en classe quand les devoirs n'ont pas été faits. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été invitée aujourd'hui à discuter autour de ce sujet. Parfait. Caroline ? Oui, bonjour, moi je suis Caroline Moulinet, j'ai créé Radiance Partners et je suis experte du bonheur en famille et j'accompagne les mamans pour que justement elles puissent se réaliser et s'accomplir pleinement dans leur rôle de maman chaque jour. Donc évidemment, les devoirs, ça en fait partie parce que ça revient régulièrement. Et en fait, je suis vraiment convaincue que quand on devient maman, on découvre vraiment des trésors sur soi-même et justement, en étant confronté à toutes ces colères, ces luttes de pouvoir, ces difficultés dans l'autorité, etc., en comprenant mieux aussi qui on est, ça aide à se réaliser et puis du coup, ça pacifie beaucoup la relation avec les enfants. Donc, les devoirs sont évidemment un lieu pour découvrir cette méthodologie Radiance. Ouais. Céline ? Alors bonjour à toutes, à tous. Je suis Céline, consultante en éducation pour parents d'enfants au potentiel. Et je suis maman, comme Graziella, de 2 enfants au potentiel. Alors le haut potentiel et les devoirs, c'est une longue histoire et je crois qu'on va un peu en discuter aujourd'hui. Et juste pour un petit ajout, donc Caroline est aussi auteure, elle a oublié de le dire. Ah, ben voilà. C'est vrai. J'ai écrit un livre qui s'appelle Attends et regarde, qui est disponible sur Amazon ou sur mon site internet radiancepartners.co.uk parce que j'habite Londres. Et voilà, où je parle effectivement des devoirs notamment et voilà de l'autorité, de comment retrouver la joie dans chaque journée. Et effectivement, je suis aussi maman de 4 enfants en 4 ans. Je passe la main. Merci Céline. Claire ? Oui, bonjour à tous. Alors moi, je fais du conseil en méthodologie de l'apprentissage. Donc, j'ai suivi une formation en gestion mentale qui est la démarche, c'est une approche d'Antoine de la Garandrie qui a étudié les différents aspects de l'apprentissage à travers des gestes, l'attention, compréhension, mémorisation, réflexion, imagination. Et j'accompagne de cette façon des élèves à titre individuel où j'organise des ateliers sur l'apprentissage, que ce soit de l'école primaire au lycée, voire plus. Et effectivement, on va dire que dans les petits élèves ou comme les grands que je reçois, la plupart éprouvent des difficultés et les difficultés peuvent venir de plein de... on peut les travailler sur plein d'axes différents. Voilà, donc la période des devoirs, c'est vraiment l'axe clé. Les parents viennent souvent me voir en me disant « Ah, au secours, les devoirs, on n'y arrive pas ». Ou alors au contraire, ça se passe super bien, mais on ne comprend pas, les évaluations, ça ne suit pas. Voilà, donc on est vraiment dans cette problématique-là. Ça tombe bien, il y a plein de questions par rapport avec merci mesdames. Juste pour info, alors Caroline, tu nous as dit que tu étais de Londres. Audrey, tu es d'où ? Moi, je suis à Paris. À Paris. Céline, donc région parisienne aussi.
Claire? À Versailles. À Versailles, très bien. Donc, moi, je suis dans le sud. Alors, on va commencer tout de suite avec la première question. Donc, mon enfant n'est pas autonome pour les devoirs. Comment l'aider? Audrey? Oui, alors la question de l'autonomie dépend beaucoup du degré d'implication qui, de ce que j'ai pu voir, dépendait aussi de l'âge. Donc on ne peut pas avoir une réponse, selon moi, qui soit homogène en fonction de si l'enfant est en sixième ou s'il est en terminale. Mais pour moi, dans l'idée qui fonctionne avec tous les âges, il faut juste l'adapter, c'est de mettre en place déjà un rituel de pré-devoir. Donc par exemple, des petits exercices de brain gym qui permettent en fait de favoriser la concentration et l'attention, ou une musique, ou en tout cas quelque chose qu'on co-construit avec lui. En fait, pour aller vers l'autonomie, il y a aussi une idée de responsabilisation et donc de voir avec lui ce qui fonctionne et non pas de le lui imposer. Pas non plus de le laisser tout seul face à sa prise en main et sa mise en autonomie, parce que c'est assez vertigineux et assez effrayant. Et il y a aussi l'idée de l'aider à créer un planning de ses devoirs, de fragmenter par tâche et par sous-tâche, pourquoi pas en utilisant des outils comme Trello ou des outils comme Kanban qu'on puisse mettre en fait sur le mur et pouvoir visualiser et faire évoluer en fait nos tâches. Pour moi, ça fait partie des éléments qu'on peut facilement adapter aux différentes tranches d'âge de nos enfants. Merci. Caroline? Oui, je rejoins tout à fait les commentaires d'Audrey. Je pense que la partie organisation est vraiment importante pour que l'enfant trouve une certaine autonomie. Et je suis d'accord également que selon l'âge, évidemment, des enfants au primaire, évidemment, il va falloir que les parents quand même se rendent disponibles, les parents ou des grands-parents ou voilà, une babysitter, mais qu'un adulte puisse se rendre disponible quand même pour apprendre et pour accompagner l'enfant dans cet apprentissage de l'organisation en fait et de comment je m'y prends, par où je commence, quel temps je dédie à chaque tâche aussi. Parce que parfois, il y a aussi le problème des enfants qui se lèvent et qui du coup sont pas autonomes parce qu'ils partent faire autre chose ou ils ont du mal à rester concentrés. Et je pense un autre point que j'aimerais partager, c'est aussi rejoindre les enfants dans leurs émotions. Pourquoi ils bloquent comme ça? Pourquoi il y a ce besoin d'autonomie qu'on trouve pas? Est-ce que voilà, il y a d'autres problématiques? Est-ce que l'enfant a peur? Est-ce qu'il se sent justement mis à l'écart? Enfin voilà, il peut y avoir d'autres sujets qui viennent polluer un peu cette phase des devoirs. Et je pense que c'est intéressant aussi pour les parents d'en discuter aussi à un autre moment, enfin, à un autre moment des devoirs, savoir les matières qu'il aime, les sujets qui l'intéressent, ceux qu'il n'aime pas du tout. Ça aide aussi à trouver cette organisation pour peut-être commencer par ce qu'on aime ou commencer par ce qu'on n'aime pas pour être débarrassé. Enfin voilà, chacun pourra voir, mais ça peut aider aussi dans ce sens-là. D'accord. Merci. Céline? Alors moi, je rejoins parfaitement André et Caroline. J'ai juste ajouté un petit peu en complément. Donc, effectivement, l'autonomie est un apprentissage qui dépend aussi de l'âge de l'enfant, mais également de ses besoins. Donc, quand les enfants qui ont des besoins des besoins particuliers, comme les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, les enfants en potentiel, les enfants qui ont des troubles de déficit de l'attention, là, pareil, donc il va falloir un peu adapter selon les besoins de l'enfant, son ressenti, ses avancées, son rythme. Et les outils qu'Audrey a cités sont excellents. Le Kanban, en tout cas, chez les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, des troubles 10, les troubles donc, déficit de l'attention, même les hauts potentiels, c'est un super outil. Enfin, il y a d'autres outils, mais en tout cas, celui-là cité est vraiment particulièrement bien. D'accord. Mais de toute façon, on remettra les outils quand on dira l'événement. Voilà, les liens vers les outils. Oui, bien sûr, oui. Claire? Je compléterai effectivement en disant qu'il faut identifier en quoi la présence d'une personne avec lui rend service, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'une présence au moment des devoirs et voir voilà, quel est le besoin. Donc effectivement, ça peut être se rassurer, mais ça peut être aussi avoir un besoin en termes de mémorisation. On peut avoir besoin d'expliquer, de parler. Donc pour des élèves qui auraient une tendance à mémoriser de façon auditive, avoir besoin de verbaliser les choses avec quelqu'un, d'avoir un aller-retour pour mémoriser. C'est-à-dire que cet enfant-là, les cahiers, les livres, ça n'est pas suffisant pour lui. Le support visuel ne va pas être suffisant. Il faut ce support verbal.
Et s'il n'a pas été suffisamment attentif en classe, par exemple, pour prendre le maximum de cette interaction avec les professeurs ou les enseignants, il va en avoir besoin chez lui. Donc, est-ce que le besoin vient de là, de cet échange verbal? Ça peut être ça, ça peut être aussi qu'il bloque et puis qu'il a besoin d'explications. Et là, c'est peut-être effectivement un manque de confiance en lui qui fait qu'il ne va pas aller plus loin, il a peur de se tromper, donc il a besoin de quelqu'un qui va lui dire non, c'est bon ce que tu fais, continue. Voilà. Ou alors tout simplement, ça peut être pas envie de s'y mettre. Et là, je rejoins ce que vous disiez, peut-être un rituel, évaluer sa concentration, son attention. Comment est-ce qu'il se met à ses devoirs? Mettre en place avec lui un petit programme, ce qu'il peut faire tout seul, peut-être simplement une petite fiche où il note les points importants du cours. Et après, voir avec le parent à quel moment il faut le faire intervenir pour l'interroger, pour vérifier l'exercice. Mettre dans ce petit programme voilà, différentes étapes, ce que toi, tu peux faire tout seul et là où tu as besoin de moi, pour progressivement aller vers l'autonomie, qui va demander à un moment donné, voilà, ça dépend de son âge. Oui, voilà, après, de toute façon, on a toujours la même chose, ça dépend de l'âge. Deuxième question. Mon enfant stresse avant chaque contrôle. Je cherche des trucs et astuces pour l'aider à canaliser ce stress. Alors, Caroline? Alors, effectivement, le stress avant les devoirs, c'est vrai que aujourd'hui, les enfants, je trouve, sont très stressés. Ils ont beaucoup sur leurs épaules. Il y a les devoirs, mais il y a le sport, il y a la musique, il y a le regard des autres, il y a les réseaux sociaux. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de poids qui repose sur leurs épaules. Donc, pour ce stress, effectivement, je pense qu'il faut déjà aussi apprendre à l'enfant à croire en sa valeur, en fait, croire qu'il a vraiment une valeur intrinsèque qui n'est pas du tout influencée par la note qu'il peut avoir ou par un commentaire d'un copain sur Facebook ou sur Insta. Enfin voilà, de voir que sa valeur à lui intrinsèque ne changera pas, quelle que soit la valeur du devoir. Je trouve que déjà c'est assez libérateur de dire ok, même si j'ai 0, maman m'aimera quand même, ou voilà, ou même si j'ai travaillé et que j'ai pas du tout la note que j'avais espérée. Forcément, il faudra le rejoindre dans cette déception, cette frustration, mais en même temps, c'est pas la fin du monde. Enfin, c'est pas le. Et déjà, voilà, de prendre du recul par rapport à l'enjeu qui est là, je pense que c'est déjà un grand point. Et puis après, je pense qu'on peut un outil qui marche bien, c'est de le faire visualiser comment ça va se passer. Donc, par exemple, voilà, le contrôle, ça va être le matin, il va être assis, est-ce qu'il aura sa bouteille d'eau, enfin voilà comment il va être installé. Et puis du coup, visualiser le pire qui peut se passer. Voilà, il ne sait aucune question, c'est la catastrophe. Et puis après, lui montrer aussi comment il peut visualiser le mieux. Et si ça se passe super bien, comment ça va se passer. Et en fait, ça change aussi un peu, même au niveau du cerveau, hein, la perception du devoir. Et plutôt que se projeter dans du négatif, essayer de se projeter dans du positif aussi. Et terminer justement par cette atmosphère positive, dire ok, en fait, le devoir peut très bien se passer. Ensuite, on verra bien, mais voilà, déjà être dans une disposition qui fait qu'il est ouvert et qu'il est prêt à donner de son mieux. Et puis après, il verra bien comment ça se passe. Très bien, merci. Céline? Alors, moi, en consultation, je présente un outil qui s'appelle l'EFT. C'est une technique de gestion des émotions. Lors de la consultation, on parle évidemment de ce stress, qu'est-ce qui provoque le stress, quand est-ce que ça arrive. On pose plusieurs questions pour essayer un petit peu de situer comment ça se passe lorsqu'il stresse, qu'est-ce qu'il ressent aussi physiquement, émotionnellement, de quoi a-t-il peur. Et on utilise tous ces éléments dans des rondes EFT. Donc le EFT, c'est une technique de gestion des émotions qui consiste par des petits tapotements de points d'acupuncture à justement vider un petit peu tout ce stress, ces angoisses, ces peurs, ces craintes. Ce qui est bien, c'est que c'est un outil que les enfants peuvent s'approprier, peuvent réutiliser à la maison, peuvent réutiliser même au collège. Il y a certains points qui sont assez discrets pour qu'ils puissent les utiliser sans que personne ne s'en rende compte. Et qui rend l'enfant un petit peu maître un petit peu de ce stress, donc là dans cette question, mais aussi de ses émotions. Et on l'utilise aussi pour d'autres, en éducatif, on permet de se mettre à l'aise, de prendre confiance, de se préparer, de se mettre en condition, en y joignant quelques petits exercices de respiration également. D'accord. Bon, super. Claire?
Alors, pour ma part, j'interviens sur l'anticipation de l'évaluation, enfin du contrôle qui va le stresser. Donc, en identifiant ce qui le stresse, est-ce que c'est de perdre les connaissances qu'il a acquises? Voilà, où est le point? Et on va anticiper les choses. Donc, effectivement, dans un effort de visualisation, comme en parlait Caroline, ou alors en anticipant de façon très pragmatique les questions qu'on peut poser au contrôle. En fait, vraiment se mettre en projet. Voilà, tu as un cours à apprendre. Si tu te mettais à la place de la maîtresse, quel genre de questions tu poserais? Et puis, est-ce que tu es capable d'y répondre? Pour les plus grands, c'est effectivement anticiper le type de sujet sur lequel on peut tomber pour que l'enfant se sente prêt au niveau des connaissances. Voilà. Après, effectivement, il y a tout ce dont vous parliez au niveau des émotions. Mais moi, je suis plus au niveau de la connaissance. D'accord. Merci. Audrey? Alors dans mon cas spécifiquement, il y a avant tout une grosse phase de questionnement pour comprendre à quoi est dû le stress. Est-ce qu'il est spécifique à une matière? Est-ce que ce sont tous les contrôles? Et surtout essayer de saisir en fait quel est l'enjeu. Sur les profils des jeunes que j'accompagne, en fait, il y a un enjeu de tout ou rien. C'est-à-dire soit je réussis, soit c'est la mort, personne ne m'aime, je ne suis bon à rien, je ne vaux rien. Donc nous, pour le coup, on ne part pas du tout dans le fait d'imaginer le pire parce que les fois où ça peut être testé, en fait, ils ont du mal à rebasculer sur imaginer le positif. Ils restent bloqués dans le pire et n'arrivent pas du tout à en sortir. Donc en fait, en questionnant, et c'est plus en les amenant à se questionner, ils re-rationalisent, pour les plus grands, j'accompagne plutôt des lycéens, ils re-rationalisent d'eux-mêmes en fait leur peur. Mais sinon, il y a un exercice qu'on a eu l'occasion de mener, qui est d'imaginer en fait le contrôle en question quand on arrive à identifier quel est le contrôle spécifique qui fait peur. Donc d'imaginer une grosse boule et soit d'imaginer que progressivement en fait on la diminue, donc en fermant les yeux, visualiser la boule qui rapetissit et dessus essayer de lui faire venir en fait des mots positifs qui sont plus en lien avec le quotidien de la journée autour du contrôle. Et de visuellement se rendre compte que finalement ce contrôle qui avait l'air d'être le bout du monde, le sommet de la montagne inatteignable, est une petite goutte parmi tant d'autres choses et qu'elle n'a pas forcément beaucoup plus d'importance que d'autres. Et donc, en dédramatisant le contrôle et en diminuant en fait la pression sur cet enjeu-là qui semblait un enjeu maximum, en général, on a pu constater que le stress diminuait et que du coup, le jeune allait à son contrôle ou à son examen avec un peu plus de détente et que pour le coup, ça pouvait se passer d'ailleurs potentiellement mieux que ce qu'il aurait pu imaginer en amont dans sa préparation. Mais effectivement, il y a tout un enjeu de préparation, de visualisation, de projet, etc., que je rejoins complètement. D'accord. Merci. Alors, troisième question. Mon enfant ne tient pas assez à son bureau pour ses devoirs. Que faire? Je sais que les maîtresses rencontrent le même problème en classe. Je sais, Céline, c'est pas qui commence. Alors, en fait, dans l'idée que les enfants n'apprennent pas de la même façon, moi, je dirais pourquoi pas. Moi-même, vous voyez, je suis assise sur un gym ball. Je ne peux pas non plus rester assise très longtemps. J'ai besoin de bouger. Je pense qu'on a tous un profil d'apprentissage un peu différent, avec des besoins différents. Et je dirais à cette maman, oui, effectivement, au contraire, adapter pour que l'enfant puisse bouger. Donc, il y a les gym balls qui sont aussi très bien. Il y a plus simple, il y a des coussins qu'on met sur une chaise. Des coussins à picot, des coussins avec des petits reliefs, où l'enfant peut bouger facilement. Il bouge surtout le bas, le haut reste bien à table, il peut écrire, il n'y a pas de difficulté pour faire les devoirs ou même pour apprendre. Je sais que certaines écoles acceptent donc ce genre de petits outils pour aider les enfants. Acceptent même les crayons qui bougent, les gommes, les petites choses, les petits matériaux, je ne sais pas comment ça s'appelle. On a des stylos qui sont souples, où l'enfant peut bouger. Il y a les petites balles qu'on a dans les mains et qu'on peut appuyer. Tout ce qui permet à l'enfant de bouger un petit peu le corps et aussi de se concentrer. Je sais que certains enfants ont besoin de bouger pour être concentrés et même pour apprendre. Oui, effectivement. Claire? Oui, je rejoins complètement Céline. Ce qu'on voit en gestion mentale, c'est que chaque individu a son profil pédagogique unique. On est tous uniques
Et le tout est de comprendre toujours quel service ça peut nous rendre, de bouger, de chanter, de marcher, voilà. Et on se rend compte effectivement que certains ont besoin de bouger parce que marcher, ça donne un certain rythme. Donc apprendre une poésie en marchant, pourquoi pas? On donne un rythme à cette poésie et le cerveau fonctionnant par association, il peut même associer des gestes à des connaissances. Quand on veut apprendre une poésie ou une pièce de théâtre, on va dire pourquoi pas la mimer tout de suite. Il y avait l'ancienne école en théâtre qui était on apprend d'abord le texte et puis après on le joue sur scène. La nouvelle école, c'est pas du tout ça. C'est on apprend la pièce tout de suite en la mimant parce que le cerveau va associer les gestes à ce qu'on est en train de dire. Et donc, on peut aussi apprendre en bougeant, comme ça, en faisant des gestes. Moi, j'avais une élève qui dansait parce que, voilà, elle était férue de danse classique et elle associait une chorégraphie à son apprentissage. Et après, en classe, bien évidemment, elle ne refaisait pas la chorégraphie, mais mentalement, elle s'imaginait la chorégraphie et les connaissances venaient dessus. Ça peut être marcher dans différentes pièces de la maison parce qu'on va associer des connaissances à différents endroits de la maison. Ça peut être aussi, j'élargis un peu, mais il y a des élèves qui travaillent en musique. Les parents ne supportent pas, ils disent comment tu peux te concentrer si tu as de la musique derrière. Bon, ça peut être de la musique douce, de la musique classique. On n'est pas obligé de mettre du hard rock quand on est en train de travailler. Mais aussi, la musique donne un certain cocon à l'enfant. Il est dans sa musique, il est dans son environnement et il va pouvoir se concentrer. Il va pouvoir travailler dans ce cocon-là. Donc, la musique peut lui rendre service. Voilà, ça peut être chanté. Il faut toujours se poser la question en quoi ça lui rend service. Donc, plutôt que se braquer, essayer de comprendre est-ce que ça te rend service de faire ça? Alors, quand il est petit, c'est pas forcément pourquoi. Quand il va grandir, il va pouvoir expliquer avec ses mots en quoi ça l'aide, mais il faut l'accepter et ça peut très bien fonctionner. D'accord, merci. Audrey? Oui, moi je rejoins là-dessus. Arrêtez d'obliger les enfants à être assis. Il faut imaginer qu'ils ont passé globalement 8 heures dans la journée assis, à écouter de manière passive, pas les 8 heures intégrales, mais quand même à écouter de manière passive des contenus qui leur sont envoyés de manière assez intense. Il faut imaginer que nous, en tant qu'adultes, après une journée de 8 heures, on n'a pas forcément envie de se remettre assis à un bureau pour se reconcentrer de manière intense pendant 1h30 et 2 heures. Il faut aussi voir, et ça sera une question qui viendra par la suite, que beaucoup d'écoles donnent énormément de devoirs à faire en très peu de temps. Et donc, on demande aux enfants de maintenir une concentration très très forte. Et je trouve assez pertinent, ça ne convient pas à tous, mais de s'approprier en fait l'espace 3D. Il y a des murs dans une chambre, on peut très bien peindre un mur avec de la peinture à craie ou avoir un paperboard, avoir un petit manche debout où en fait il est assis sur un tabouret haut, mais il peut aussi être debout pour travailler. En fait, ça repense aussi le rapport aux devoirs, ça leur redonne une dimension parfois un peu moins scolaire qui peut les aider à s'y engager de manière un peu plus facile. Et pour moi, il y a aussi un fonctionnement qui va de pair avec cette idée de mouvement, donc sur laquelle je vous rejoins toutes complètement. C'est de penser à l'aider à fragmenter ses devoirs en 30 minutes où il est en mode focus et 5 minutes où il peut respirer, bouger, éventuellement faire quelques exercices d'étirement où son cerveau va être en mode diffus. Je l'ai notamment mis en place sur des lycéens pour des dissertations de 4 heures, où comme beaucoup en fait, ils faisaient généralement leur dissertation la veille du rendu. Et en fait, on le fragmentait par tranche de demi-heure sur une semaine. À la fin de la semaine, les 4 heures avaient été remplies. Et ce qui paraissait être une montagne, finalement, se faisait de manière beaucoup plus en douceur, avec la possibilité de dire, bon, bah, la première demi-heure qui est du brainstorming, tu le fais en fait sur un mur ou sur un tableau ou sur une fenêtre. On peut utiliser les fenêtres comme support pour écrire dessus. Et ça te permet aussi de te reculer, de prendre en fait de la distance, littéralement de prendre du recul par rapport au contenu que tu envisages. Donc effectivement, si un enfant ou un adolescent ou un grand ado a besoin de bouger, voir avec lui comment on peut réaménager l'espace de sa chambre ou un espace dans la maison si c'est possible, mais lui laisser l'opportunité de bouger. D'accord. Super idée en tout cas. Voilà, moi c'est plus pour synthétiser, mais je suis complètement d'accord avec ce que dit Claire. Et typiquement en Angleterre, c'est quelque chose qu'ils font d'office sur les poésies. Les poésies sont apprises directement avec des gestes pour mémoriser les mots avec des gestes, exactement ce qu'a expliqué Claire très bien. Donc je vais pas redire tout ça, mais c'est très très efficace.
Et ça marche aussi bien sur voilà, chanter pour apprendre ses tables de multiplication, mettre de la musique pour apprendre son cours d'histoire. Enfin, ça marche complètement. Et les neurosciences l'ont prouvé. Il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent qu'en fait, le cerveau a besoin, mémorise mieux en activant différentes zones du cerveau. Donc je rejoins complètement tous les commentaires. Et effectivement, je rejoins aussi Audrey sur le côté si en fait l'enfant n'arrive pas à rester assis plus par problème de concentration, parce que voilà, il a déjà travaillé 30 minutes et qu'en fait il a juste besoin d'une pause, voilà, là c'est un peu une autre problématique. Et dans ce cas-là, il faut peut-être lui montrer que très bien, il travaille 30 minutes et il s'arrête, ou il travaille 20 minutes et il s'arrête, ou il travaille 3/4 d'heure et il s'arrête, selon ses capacités. Mais que c'est pas un problème, qu'en revanche, quand il s'y met, c'est plus intéressant et plus performant de s'y mettre vraiment pour avoir justement une vraie pause de jeu, de détente, de sport plus tard. Très bien. Merci beaucoup. Mon enfant refuse de faire ses devoirs et chaque soir, c'est la bataille des nerfs. Alors, quel conseil pour que ça se passe au mieux? Claire, je te laisse commencer. Ah. Claire, tu es encore là? Bon. Non, alors ça ne marche pas. Audrey, je te laisse commencer et Claire reviendra après. Très bien. Alors, un peu comme sur les précédentes questions, pour moi, il y a tout un questionnement en fait à proposer à son enfant. Déjà, voir avec soi-même. Pourquoi est-ce que c'est la bataille? Est-ce que c'est la bataille sur certaines matières, sur toutes? Est-ce que c'est la bataille quand on a l'impression qu'il se sent en échec? Par exemple, quand on demande à des enfants de faire des exercices de maths alors que les maths ne sont pas leur matière de confort, ça peut être la bataille, alors qu'en revanche, pour relire son cours d'histoire ou aller puiser dans des vidéos YouTube de vulgarisateurs en histoire, il peut y passer des heures, voire s'y perdre, et on a l'impression que du coup, il rationalise pas du tout son temps de travail. Est-ce qu'il est épuisé de sa journée? C'est vraiment à prendre en compte dans le rapport au devoir, la montagne en fait, de temps et de concentration et d'attention qu'il a dû engager pendant sa journée. Est-ce que, en fait, il y a un vrai problème aussi d'accompagnement sur la priorisation et hiérarchisation des devoirs. Donc, en fait, est-ce que quand il arrive à son bureau, qu'il voit tous ses cahiers dans son sac, tous ses livres, il a l'impression d'avoir une quantité de travail et ne pas savoir, en fait, dans cette pelote de laine, quel est le fil qui va tirer en premier, par quoi est-ce qu'il va commencer, comment est-ce qu'il va prioriser, et stratégiquement, en fait, comment s'engager dans ses devoirs. Donc, il y a aussi, on revient sur les premières questions, en fait, l'accompagner dans cette organisation-là, faire le point, la liste des tâches. Moi, j'aime bien fonctionner en to-do list et c'est en cours et en fait, ça y est, c'est bon, c'est fait. Pour voir justement si la problématique viendrait pas aussi de là. Dans les enfants que j'ai accompagnés, rares sont ceux qui ne voulaient pas se mettre au devoir par pure flemme. Il y a quand même vraiment souvent une problématique qui est liée à une situation de mal-être ou d'échec ou de sentiment de difficulté. Et l'idée, c'est d'aller creuser en fait quelle est cette situation pour ensuite pouvoir proposer en fait des techniques d'apprentissage un peu plus ludiques qui sont adaptées en fait à son enfant. Donc ça peut être viens on travaille debout, moi j'aime beaucoup aussi l'idée d'apprendre des poésies, en tout cas tout ce qui est mémorisation par cœur, comme c'est quelque chose de très présent à l'école, en l'ancrant dans le corps par des gestes ou par littéralement des parcours dans la maison. Mais pour moi, ça vient dans un deuxième temps. En fait, ça va être compliqué aujourd'hui de donner des conseils actionnables parce qu'il y a tout un premier jalon qui est de questionner en fait le parent et l'enfant. D'accord. Alors, Caroline? Claire est revenue. Désolée, j'ai été coupée. Claire. Alors, effectivement, comme disait Audrey, c'est vraiment identifier où est le problème. Alors, il peut y avoir, on peut travailler sur la recherche de sens, la motivation, parce que finalement, qu'est-ce que c'est de travailler pour l'enfant? Qu'est-ce que c'est de se mettre à ses devoirs? Comme je disais tout à l'heure, on va déclencher 5 gestes. Il y a l'attention, la mémorisation, la réflexion, la compréhension, l'imagination. C'est beaucoup de choses. Donc, on peut décortiquer chacun de ces gestes. Où est-ce que ça pêche? Est-ce que c'est plus, est-ce qu'il manque d'attention? Est-ce qu'il a des soucis? Il n'a pas travaillé ses stratégies de mémorisation? Enfin, voilà, on va décortiquer un petit peu tout ça pour l'organisation au travail. Donc, comment on va l'aider, comme disait Audrey, pour mémoriser, mais peut-être pour comprendre. Voilà, donc, en gestion mentale, on propose pas mal d'outils pour ça. Ça peut être aussi le mind mapping, faire des fiches. Enfin, voilà, il y a pas mal d'outils. Et la recherche de sens,
ça permet de savoir qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il ait envie. Parce que pour pouvoir mobiliser tous ces acquis et partir effectivement du devoir à la réalisation du devoir, on passe par beaucoup de choses, hein, comme je disais, attention, mémorisation, etc. Donc, qu'est-ce qui lui manque? Quel est le sens qu'il met derrière son travail? Est-ce que c'est parce que ça ne le motive pas du tout, il ne s'y intéresse pas, il a peur, il manque de confiance en lui, il n'aime pas l'échec? Enfin, il y a tellement de choses. Ça peut être aussi la compétition. Est-ce que pour lui, il se dit qu'il ne sera jamais à la hauteur de ses petits camarades? Enfin voilà, il y a tellement de choses que et voilà, il faut vraiment décortiquer pour arriver à comprendre ce qui l'empêche de s'y mettre et comment l'aider au mieux. D'accord. Céline? Caroline d'abord. Caroline, oui. Graziella est perdue dans le tour de table. Non, mais il n'y a pas de souci. Avant ou après, c'est égal pour moi. Mais je compléterai effectivement aussi sur le rôle du parent, parce que là, je suis complètement d'accord avec ce que disent Audrey et Claire sur la recherche de sens et vraiment en se tournant sur l'enfant, de pourquoi ça devient un bras de fer. Je compléterai avec le côté parent, parce qu'en fait, ce lieu de devoir, et quand ça commence à devenir un bras de fer avec les enfants, on est aussi dans une bataille d'autorité, en fait, avec le parent. Et alors, moi, j'accompagne justement les mamans, et j'en parle aussi dans mon livre, effectivement, Attends et regarde. Et en fait, l'autorité, pour moi, justement, c'est pas une lutte de pouvoir, c'est pas un bras de fer avec l'enfant. Et plus il grandit, cette autorité de dire, voilà, tu dois faire tes devoirs parce que ça fait partie de tes responsabilités et de ton rôle d'enfant et d'élève d'apprendre, et donc ça passe aussi par les devoirs pour mémoriser, etc. Mais du coup, voilà, ça peut devenir un endroit de vrai conflit avec les parents. Et pour moi, il y a vraiment une clé là où en fait le parent doit aussi retrouver une saine autorité et retrouver une façon de montrer à l'enfant que cette autorité qu'il exerce sur lui en lui disant « je te demande de faire tes devoirs et j'attends de toi qu'ils soient faits », c'est pas pour l'embêter, c'est pas pour l'étouffer, c'est pas pour le façonner comment lui il veut et comment il voudrait que son fils ou sa fille idéale soit et super bon en maths ou super bon en je ne sais quoi, et que vraiment l'autorité en fait est un lieu pour le parent de corriger l'enfant, mais de corriger pour le faire grandir, de le corriger pour qu'en fait il puisse devenir qui il est et s'épanouir pour apporter quelque chose dans le monde et trouver lui ce qu'il nourrit et ce qu'il voudra faire dans la vie. Et je pense que quand on sort de cette lutte de pouvoir, on arrive à montrer en fait que le parent corrige et exerce une autorité, mais pour du bien, pas pour justement un cadre qui serait étouffant, l'enfant tout de suite comprend en fait qu'il peut s'appuyer du coup sur le parent et plus être en opposition comme ça sans vouloir obéir, mais plus comprendre qu'il peut s'appuyer sur le parent pour grandir justement. Très bien. Céline, tu rajoutes autre chose? Voilà, juste pour ajouter un élément. Par exemple, plus pour les hauts potentiels, pour le coup, là, je dirais pour compléter tout ce qui a déjà été dit, hein, parce que je pense que les collègues auparavant, pour moi, ont traité le sujet comme il faut. Juste les particularités du haut potentiel, effectivement, avec les devoirs, hein, c'est toujours une question de l'enfant qui ne comprend pas pourquoi refaire ce qu'il a déjà fait en classe. Alors, soit c'est les enfants, c'est relire ce qui a déjà été vu, c'est apprendre ce qui est déjà, savent déjà, ou refaire les exercices qu'ils ont. Pourquoi refaire des exercices alors que j'ai totalement compris la leçon, l'application de la leçon. Je dirais là, pour les parents, il faut un peu de souplesse. Je dirais aussi en parler également avec les enseignants. Quand c'est en primaire, je dis pas en collège, c'est plus compliqué, mais quand c'est en primaire, il y a moyen de s'adapter, de modifier un petit peu les devoirs pour ces enfants-là. Et puis faire appel à la créativité, hein, ne pas hésiter surtout, faire les devoirs un peu autrement. Nous, en tant que parents, on voit un petit peu ce qui est demandé par les enseignants dans les devoirs, et pourquoi pas faire autre chose. Qui correspondent bien sûr je dirais toujours en parlant en enseignant, hein, parce que je comprends que quand l'enfant rentre et n'a pas fait ses devoirs, demander, ça risque d'être un peu compliqué, mais en tout cas en lien avec l'enseignant, c'est de proposer autre chose à l'enfant, en tout cas le soir. Voilà. Si vous voulez bien, je vais passer à d'autres questions, parce que du coup, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc,
Donc, il y en a une, c'est mon enfant est omnibulé par ses notes, il n'est jamais content de ses résultats ou de son travail. Il perfectionne chaque devoir. Ça prend parfois des soirées entières, ce qui génère chez lui colère et frustration. Et je dois m'énerver pour qu'il aille se coucher. Comment l'aider? Caroline, je te laisse commencer. Alors, je pense que ce désir de perfection, c'est un peu un mythe qu'on a tous, hein. On aimerait bien que ce soit parfait, que notre devoir à l'école soit parfait, mais que nous, voilà, pareil, à la maison, que la maison soit nickel, que les repas soient délicieux, qu'on ait fait notre sport de la journée. Enfin, je pense qu'on a tous ce mythe de ah, si ma vie était parfaite, mes vacances idéales, etc. Donc, je pense que déjà, le première étape, c'est de le rejoindre, de dire que bah oui, ça serait génial. Et là, on serait au pays des bisounours, ça serait vraiment génial. Mais personne, on est tous limités. Et c'est très frustrant, hein. C'est aussi un apprentissage justement de la frustration, de dire je ne serai jamais parfait. Parce que même le plus parfait des devoirs, enfin, dire, on trouvera toujours une virgule à corriger dans une rédaction, ou dire c'est complètement inaccessible. Donc je pense que déjà, voilà, le rejoindre en lui disant que c'est un désir complètement normal, je pense, partagé par tout le genre humain, mais que c'est pas possible. Et que du coup, il n'y a pas besoin d'être parfait. Et le fait justement d'accepter d'être limité, ça, voilà, ça révèle aussi une peur sur soi-même parfois. Quand on se dit, bah oui, mais en fait, si j'ai des limites, est-ce que je suis quand même aimable? Est-ce qu'on va m'apprécier? Est-ce que ma prof va trouver que c'est assez bien? Est-ce que mes parents vont pas trouver qu'en fait, j'ai pas assuré sur ce coup-là? Et du coup, on revient à cette image de soi et cette perception qu'on a de soi. Donc, je pense que voilà, pour mon approche, ce serait vraiment de le rejoindre en lui disant que il a une valeur intrinsèque malgré ses limites et avec ses limites. Enfin, qu'on aime nos enfants avec leurs qualités, mais avec leurs défauts aussi. On ne va pas dire je t'aime qu'à moitié, en fait. Donc non, on les aime entièrement et quand ils sont vraiment convaincus qu'en fait, c'est leur personnalité globale qui fait qu'ils sont un trésor, il y a moins cette recherche de perfection. D'accord. Céline? Donc là, pareil. Donc, en tout cas, pour les enfants au potentiel, ça, c'est un sujet qui est souvent traité, hein. C'est une demande que j'ai, en tout cas, en consultation, hein. C'est angoisse de performance, perfectionnisme. Donc, j'accompagne ces enfants, surtout des ados, hein. J'ai plus d'ados que finalement enfants, hein. C'est beaucoup les ados. Donc, avec l'outil EFT. Donc, on lâche prise. On lâche prise, on travaille sur tout ce qui est peur, donc tout ce qui entoure cette angoisse de performance, ce perfectionniste, comment ça arrive, comment ça se passe concrètement, donc quelles sont toutes les peurs associées, et on essaye de lâcher prise sur tout ça. Donc avec l'outil EFT, en fait, c'est l'ado qui utilise cet outil sur lui-même pour lâcher prise. Donc pour tout aussi ce foisonnement d'idées, donc comment qu'est-ce qui va se passer si j'ai une mauvaise note, qu'est-ce qu'on va penser de moi, voire même qu'est-ce que la prof pense de moi. J'ai une ado là actuellement que j'accompagne, aller jusqu'à analyser le comportement de la prof avant qu'elle rende les notes, à savoir un petit peu savoir qu'est-ce qu'elle va dire comme commentaire par rapport à la note qu'elle va pouvoir avoir. Avant même qu'elle ait terminé, elle calcule déjà la note qu'elle pourrait avoir. Enfin, c'est une angoisse une obsession qu'ont certains enfants et qui est difficile à vivre. Oui, effectivement. Claire? Oui, sans vouloir répéter tout ce qui a été dit, moi je travaille avec l'enfant sur l'évolution, sa propre évolution personnelle en fait, hein. C'est-à-dire qu'on est tous en constante évolution, donc on s'améliore. Si parfois on rate, on apprend de ses erreurs, hein, c'est l'apprentissage par l'erreur. Si on n'est pas au top de la classe, on regarde comment nous, on a pu progresser par nous-mêmes. Moi, les élèves que je rencontre, c'est plus des élèves en difficulté. Donc, ce n'est pas ceux qui sont déjà en top de classe et qui veulent faire plus. Donc, on regarde leur évolution et puis on constate que ça va de mieux en mieux, qu'ils apprennent des choses et puis que chacun a son petit rythme. Et que voilà, le tout, c'est finalement de s'améliorer soi-même tranquillement à son rythme. Et voilà. Après, il faut voir s'il y a un esprit de compétition dans la classe ou s'il y a quelque chose effectivement qui viendrait de l'extérieur. Et ça, il faut quand même le déterminer parce que c'est vrai que si ça vient de la famille, si ça vient des copains, voilà, il faut quand même lever le doute
du point de vue extérieur. Et puis après, on peut travailler ensemble sur l'évolution personnelle. Super, merci. Audrey, ton point de vue? Oui, effectivement, moi je rejoins ce que Claire dit sur le questionnement du pourquoi. Est-ce que le pourquoi il lui est propre? Est-ce que le pourquoi de cette volonté de perfectionnisme est peut-être lié à son environnement? Donc est-ce qu'il ressent une pression sous-jacente à la maison, ou parfois très clairement évoquée? Et surtout, qu'est-ce que ça lui apporte en fait, ce besoin de perfectionnisme? J'avais un élève particulier en tête où pour lui, il était beaucoup plus simple de réécrire 3 fois sa dissertation juste parce qu'il avait effacé son plume une seule fois plutôt que de se lancer dans l'exercice de maths qui, pour le coup, le mettait en échec. Donc en fait, c'était un moyen d'être en action et de pouvoir justifier je suis en train de faire mes devoirs, donc je ne peux pas faire mes maths, ou je n'ai pas eu le temps de faire mes maths parce que je faisais ma dissertation. Donc il y a tout un enjeu là-dessus. Et ce qui est important, c'est que pour le coup, cet élève n'était pas non plus du tout en premier de classe. Mais il y avait vraiment cette volonté en fait hyper perfectionniste parce que ça lui permettait de remplir le temps. Et alors en aide concrète, de ce que j'ai pu mettre en place et qui fonctionnait bien, c'était de timeboxer le temps de travail. Non plus de fonctionner à ce soir tu finis ton exercice de maths, mais en fait là écoute, tu as 30 minutes sur tes maths et au bout de ces 30 minutes, on arrête de faire les maths, on va faire autre chose. Donc c'est pour le coup un changement qui est drastique, qui se fait en accompagnant l'enfant de manière très très présente et en discutant avec les professeurs, parce qu'il est possible que dans un premier temps, du coup, rien ne soit fini et on soit complètement à la ramasse côté devoir. Par contre, ça va pouvoir lui permettre d'identifier le temps passé sur ces tâches et peut-être encore une fois, re-rationaliser ou se rendre compte que en fait, quand il laissait un peu le temps filer dans cette volonté de perfectionnisme, finalement, il pouvait passer 4 heures sur un exercice qui normalement ne prendrait que 30 minutes. Donc il y a pour moi un intérêt aussi là-dessus qui est de dire fonctionne au temps passé et moins à la tâche et à jongler après avec en fonctionnement de liste de tâches. Mais voilà, avoir peut-être ce calibrage-là à faire. Ça a été assez intéressant en tout cas sur les jeunes que j'ai accompagnés parce que du coup ça leur a permis de se rendre compte que finalement voilà, ils distendaient un peu le temps, mais c'est souvent parce que le perfectionnisme était lié à une raison bien particulière. Donc c'est d'abord identifier pourquoi cette volonté-là. Très bien. Merci beaucoup. Alors, j'en fais encore deux, ça vous va, mesdames? Ça va faire à peu près 10 minutes. Donc, mon enfant est en 5e, 12 ans, et veut faire seul les devoirs sans que je vérifie. Je suis pas à l'aise avec ça. Qu'en pensez-vous? Je vais laisser Céline, comment? Donc lui faire confiance. Moi, on lui fait confiance. Et peut-être avant de discuter un peu, échanger avec lui, essayer de comprendre comment il compte procéder. Donc lui demander un petit peu quelle est son organisation, donc comment il veut justement faire ses devoirs, qu'est-ce qu'il veut mettre en place, etc. Et puis juste lui dire que vous êtes disponible, c'est au cas de besoin. C'est très bien. Excusez-moi. Oui, au niveau du son, Graziella, ça pêche un peu là. Mais pourtant, j'ai pas bougé. Ah. Non, alors, c'est clair. Oui, alors grandir en autonomie, ça fait partie de l'apprentissage. J'ai plus de familles, moi, qui me demandent que leurs enfants deviennent autonomes que le contraire. Mais ça fait vraiment partie de l'apprentissage. Donc, il faut lui laisser cette chance. Et pourquoi pas lui proposer un marché en disant, OK, je te laisse faire tout cette semaine tout seul et puis on va voir si ça fonctionne. Ça permet de tester, voir dans les résultats si ça suit bien. S'il le fait sérieusement, il n'y a pas de souci. Si c'était une façon qu'on lui fiche la paix, faudra juste peut-être remanier 2-3 choses. Mais voilà, lui laisser cette chance, lui dire qu'on est disponible toujours, si besoin, pour une explication, un blocage, qu'il n'hésite pas à venir. On est là, on est à côté. Et puis après, on voit si ça a fonctionné. Si on se rend compte dans les résultats que ça ne fonctionne pas, on redéfinit avec lui à quel moment il aurait besoin d'une aide et à quel moment il pourrait faire tout seul. Et dans ce cas, on refait un programme en disant, voilà, ça, je te laisse faire, je sais qu'il n'y a pas de problème. Ça, peut-être que tu viens me voir juste pour qu'on vérifie. On peut y aller progressivement, mais c'est vraiment une chance d'avoir un enfant qui veuille devenir autonome. Oui, effectivement. Audrey,
Bon, sans originalité aucune, s'il en exprime le besoin, il me paraît important de lui faire confiance. Voilà, pareil, l'idée de lui proposer de fonctionner comme il l'entend et qu'on en discute avec lui. Mais moi, je me fais une boxerai dans le temps. C'est-à-dire, on se donne un mois pour faire ton test et on fait le point dans un mois. Comme ça, il peut savoir un petit peu où sont pas les limites, mais en tout cas le cadre et comment est-ce qu'il peut se projeter là-dedans. Et du coup, les enjeux aussi des prochains devoirs, etc. Et en me mettant à la place du parent, si jamais voilà, on est sur une maman qui visiblement est peut-être angoissée à l'idée qu'il ait des mauvaises notes, que du coup sur un certain temps, en fait, ça lui fasse chuter la moyenne, etc. Pourquoi pas, plutôt que voilà, d'être sur lui proposer un système de communication non verbale. Donc je reviens sur mon petit outil, mais voilà, Kanban ou un planning en fait de comment est-ce qu'il compte s'organiser, qu'il remplit. Comme ça, vous voyez déjà s'il arrive à se tenir à remplir un peu son organisation pour vous la communiquer. Il n'y a pas forcément besoin de régulièrement venir le voir en lui disant alors t'en es où, est-ce que tu t'en sors finalement comme ça. Mais ça peut apaiser le parent et nourrir en fait le besoin le besoin qu'il peut avoir de savoir où ça en est, comment ça se passe, etc., sans que l'enfant se sente non plus trop oppressé dans cette tentative-là. En tout cas, pour l'avoir mis en place, tout le monde y trouvait plus ou moins son compte. Caroline? Oui, moi je rejoins ce qui a été dit. Je pense que c'est une vraie chance. Enfin, si c'est un enfant qui a envie à 12 ans d'être autonome, je pense que c'est beau, enfin, que c'est vraiment un beau désir de la part de cet enfant. Donc je pense qu'effectivement le parent peut en profiter très simplement parce que c'est plus facile de suivre l'enfant quand il a envie, qu'il a ce désir d'autonomie, plutôt que de dire ah bah non, on en reparle dans 3 ans et puis à 15 ans il aura plus du tout envie parce que justement je sais pas, il aura la flemme. Donc je pense qu'il faut vraiment profiter du désir des enfants pour accompagner au moment où ils se sentent prêts. Le conseil que je pourrais donner peut-être pour compléter ce qui a déjà été dit, c'est l'autonomie, c'est un apprentissage. Et donc peut-être si tout s'est très bien passé, bah, tant mieux. Et donc voilà, c'est super. Et puis si voilà, en fait, les devoirs commencent à perdre un peu en qualité et qu'en fait le parent a quand même besoin d'intervenir un petit peu, juste veiller en tant que parent de ne pas dire bah tu vois, t'avais besoin de moi, tu vois, en fait, fallait bien que je t'aide, t'es pas capable. Ça, ce serait effectivement désastreux parce qu'en fait, ça lui montrerait que bah voilà, il avait ce désir, il avait envie de grandir, envie d'être autonome et qu'en fait, bah non, il peut pas, il n'y arrivera jamais parce que ça peut laisser des traces en fait et lui redonner confiance après sera plus dur. Donc voilà, je pense que je prendrai la balle au bon et puis je veillerai juste à vraiment être bienveillant dans cet apprentissage. Si ça demande un peu de temps, c'est normal. Ouais, parfait. Merci beaucoup. Et dernière question. Mon fils de 14 ans, en 3e, décroche scolairement. Il passe son temps sur les écrans. Dès que je remets le cadre en place, c'est la communication qui est coupée et ça ne change rien à son comportement. Les remarques négatives des professeurs, comportement dérangeant, oubli de devoir, oubli de matériel, pleuvent dans son carnet de correspondance. J'ai l'impression d'avoir tout essayé, mais que faire? Audrey, je te laisse commencer. Oui. Bon, la question première et la plus évidente, hein, c'est pour quelles raisons décroche-t-il? Est-ce que on revient sur un des points qui a été évoqué tout à l'heure, est-ce qu'il y a une absence de sens? Est-ce que ce qu'il apprend à l'école fait sens pour lui? Est-ce qu'il arrive à se projeter dans ses apprentissages? Et souvent, de l'absence de sens vient une absence de motivation. Est-ce qu'il y a un changement dans l'écosystème familial, une séparation ou autre? Est-ce qu'on a un changement dans l'écosystème scolaire? Est-ce qu'il y a des questions de harcèlement scolaire qui sont présentes, dont il n'a pas osé ou dont il ne parvient pas à parler? Dans la question du harcèlement, il y a aussi le harcèlement qu'on peut retrouver en dématérialisé sur les réseaux sociaux. Donc voilà, et toutes ces questions-là, la question du cadre et de l'écran est un vaste sujet. Si vraiment on ressent une forme d'addiction, c'est-à-dire que son enfant ne peut pas du tout se passer une journée, il faut aller voir un addictologue. Pour le coup, il y a vraiment... c'est une réelle addiction, donc il y a des spécialistes qui peuvent accompagner là-dessus. Par contre, l'associer, en fait, comme la maman le pose avec la question d'autorité, pour moi, il y a aussi toute une réflexion sur cette notion en fait d'autorité qui est de soi vis-à-vis de l'enfant, mais aussi de nous, notre propre rapport à l'autorité en tant qu'adulte, et voir comment est-ce qu'on se positionne là-dessus. Donc, il y a peut-être un cadre
à remettre en place, en fait, à reco-créer entre le parent et l'adolescent pour essayer de recréer du lien déjà entre les deux. Voir quelles sont les priorités. Est-ce que pour le faire accrocher, on est sur une priorité scolaire parce qu'il y a de la part de l'enfant une vraie demande là-dessus? Est-ce qu'on a besoin de le faire accrocher juste déjà d'un point de vue social, c'est-à-dire qu'il arrive à sortir de chez soi et à pouvoir être à nouveau en communication avec la famille? Ça pose plein de questions, donc c'est compliqué de synthétiser très rapidement. Pour les écrans, il y a aussi, c'est un point sur lequel je voulais revenir, qui me semble important, c'est de savoir est-ce que ce sont les écrans, est-ce que ce sont exclusivement des jeux vidéo, est-ce que ce sont les réseaux sociaux, combien de temps, comment est-ce qu'ils l'utilisent les uns les autres. Il y a des jeux vidéo qui sont pour le coup très appétissants, il y en a d'autres qui permettent en fait aux adolescents de recréer une société avec les enjeux de la société. Maintenant, est-ce qu'ils les utilisent comme fuite du réel ou comme soupape, c'est aussi à questionner pour savoir en fait quel en est le besoin et pour quelle raison il a du mal à s'en extraire. Est-ce que voilà, dans ces réseaux, il y a aussi l'idée de fantasmer une vie plus intéressante parce qu'il n'est pas satisfait de son quotidien ou parce qu'il vit dans une période où, avec le Covid, les relations sociales sont mises à mal. Il faut aussi voir la question dans quel contexte elle est posée. Est-ce que c'est actuellement par rapport au Covid et c'est quelque chose de contextuel ou est-ce que c'est une problématique qui est là depuis plus longtemps. Et sinon, contactez-nous, on a un entretien diagnostic de 2 heures où on vous laisse l'espace de nous raconter le plus en détail possible votre situation et on réfléchit ensemble à des solutions qui peuvent être mises en place. Parce que c'est compliqué d'y répondre comme ça. C'est sûr. Merci beaucoup, Audrey. Caroline? Oui, je pense qu'Audrey a donné une réponse vraiment complète, donc je vais essayer d'être concise. Effectivement, je pense que d'après la question, il y a donc a priori une vraie addiction qui est en place, qui a priori, il y a sûrement des souffrances à identifier. Alors là, c'est un petit peu difficile, effectivement, vu que j'ai pas l'histoire de cette famille, mais voilà, il y a très probablement des souffrances chez cet adolescent qui fait qu'il est voilà, l'addiction a pu se mettre en place. Se libérer de l'addiction, enfin des écrans, c'est difficile parce que dans le cerveau, il y a vraiment des systèmes qui se mettent en place à chaque like, à chaque écran, récompense. Enfin, dire, c'est quelque chose qui est vraiment reconnu maintenant. Donc effectivement, il y a des spécialistes qui peuvent aider et qui peuvent être complètement enfin, vraiment la meilleure solution peut-être pour vraiment se libérer. Peut-être je peux compléter ce que disait Audrey avec aussi le rôle du parent qui a un rôle d'exemple aussi et que si on veut que l'enfant décroche complètement des écrans, faut peut-être aussi veiller. Enfin, je sais pas comment est la maman, hein, donc mais voilà que le parent soit pas sur son téléphone pendant les repas à répondre comme ça alors que il a son ado à côté de lui qui pourrait lui parler, lui poser des questions sur comment s'est passée sa journée, qu'est-ce qu'il a envie de faire ce week-end, qu'est-ce qu'il a envie de voir au cinéma. Et donc, ça peut soutenir, en fait. Il y a des techniques, voilà, je sais qu'il y a des foyers où ils laissent tous les téléphones dans l'entrée à partir de telle heure le soir. Ou il peut y avoir ça c'est plus des petites choses, mais s'il y a une vraie addiction, je pense que c'est important de consulter un spécialiste. Ouais, bonne idée. Céline? Alors moi, je vais passer sur cette question-là parce que généralement, quand j'ai des cas un peu compliqués où il y a donc, du décrochage scolaire, j'oriente vers Audrey. D'accord. Donc, je rejoins totalement tout ce qui a été dit. Hein, donc, j'ai pas plus à ajouter. Effectivement, dès lors qu'il y a des addictions ou un besoin d'accompagnement plus spécifique autour du scolaire, et notamment quand l'enfant ou l'ado a décroché, voilà, je conseille aux familles. En tout cas, je donne le nom du tremplin, hein, du terrain tremplin. Donc, où Audrey et Camille sont les fondatrices. Ouais, super. C'est clair? Je compléterai. Je me rends compte de plus en plus que cette addiction aux écrans a un effet, mais on le connaît, hein, sur le geste d'attention. Effectivement, parce que travailler, ça n'a pas donné une réponse immédiate, comme les jeux vidéo qui donnent cette réponse immédiate. Le circuit de la récompense est tout de suite activé, ce qu'on ne trouve pas. Le travail, c'est un effort. Hein, il faut être attentif, il faut mémoriser, il faut faire plein de choses. Et on est dans l'effort, ce qu'on n'a pas au niveau des jeux. Donc, on voit tout de suite la conséquence sur le travail, le décrochage scolaire. Donc, moi, mon rôle, c'est de retravailler l'attention
parce que l'attention, c'est la porte d'entrée à tout acte d'apprentissage. Je fais quand même vérifier au-delà de ça s'il n'y a pas un trouble au niveau de l'attention, c'est-à-dire un TDA, parce que dans ce cas, ça viendrait en plus l'addiction et le décrochage scolaire. Puis on va retravailler la motivation, le projet de sens, pour peu à peu refixer les choses sur l'attention au travail. Mais c'est un travail au long cours et c'est vrai que là, je pense qu'on a besoin d'être plusieurs spécialistes dans la boucle et pouvoir s'entraider sur ces élèves-là. D'accord, merci beaucoup. Donc, on a fini cette table ronde, les devoirs. On mettra donc tous vos liens sous la vidéo. Et les liens également des ateliers animés par chacune. Par chacune. Comme ça, je pense que vous allez avoir beaucoup de monde qui va vous contacter, mesdames. Hein. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions que les parents nous avaient posées. Alors, il en manquait 2, mais on les mettra également sous forme de PDF avec la vidéo où vous avez déjà répondu, en fait. Et comme ça, j'espère que les parents trouveront leur solution, en fait, grâce à vous. Donc, merci beaucoup et je vous dis à bientôt alors. Merci, à bientôt. Merci à vous. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.